Papa m'a cédé l'entreprise. Tu n'as rien. Mon frère a prononcé cette phrase en riant. Comme s'il avait attendu toute sa vie de m'entendre perdre. Je m'appelle Jordan Hay. À 34 ans, je gagne ma vie en trouvant des mensonges dans des chiffres clairs. Ce matin-là, je n'avais qu'à regarder de l'autre côté de la table de conférence. Papa était assis à côté de moi, alerte, tenant le certificat de propriété original. Son avocat était en face de nous avec un enregistreur et un bloc-notes. J'ai souri. C'était le réflexe de quelqu'un dont le dernier espoir que son frère ait une conscience venait de mourir. Tu as l'air heureux, et je dis. Je l'ai mérité, a-t-il répondu. Papa a enfin compris qui pouvait diriger l'entreprise. Ton accès sera supprimé d'ici midi, alors épargne-toi la honte et ne reviens pas. Papa s'est penché vers le téléphone. Merci d'admettre que tu as falsifié ma signature. L'avocat a poursuivi calmement. Cet appel a été enregistré. Mon frère est devenu silencieux. Je me suis souvenu du garçon qui attendait autrefois devant ma chambre pendant les orages. D'une manière ou d'une autre. Il était devenu un homme prêt à m'effacer et à déclarer notre père incompétent pour une entreprise qu'aucun de nous n'avait bâtie. Il n'a pas raccroché. Finalement, il a expiré et a murmuré, « Tu penses vraiment que papa contrôle encore quelque chose ?» Puis la ligne est devenue silencieuse. Les doigts de papa se sont resserrés autour du certificat. L'avocat a arrêté d'écrire et j'ai compris que l'appel n'avait pas révélé tout le crime. Il nous avait seulement averti que le prochain coup était déjà en préparation. Avant que je vous dise ce que cet avertissement signifiait. Et à quel point mon frère a failli gagner malgré tout. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Mon père, Robert Hay, a fondé Hay Precision Components dans un garage du Minnesota. C'est devenu un fournisseur de pièces médicales employant 186 personnes. Papa possédait toutes les actions avec droit de vote par l'intermédiaire de sa fiducie. Mon frère aîné, Ethan, dirigeait les ventes et se considérait comme le successeur naturel. Je suis devenue directrice financière parce que quelqu'un devait remarquer quand la confiance dépassait les liquidités. Cette division nous avait façonnés depuis l'enfance. Ethan entrait dans une pièce et captait l'attention. Je restais après le départ de tout le monde et je comptais ce qui restait. Quand il a démoli ma voiture à 16 ans. J'ai endossé la responsabilité parce qu'il avait un entretien pour une bourse. Quand il a manqué les prévisions de paie des années plus tard. Je suis resté 3 nuits pour les refaire. Chaque sauvetage lui a appris la mauvaise leçon. Jordan absorberait les dégâts, et Ethan garderait les applaudissements. 2 semaines avant l'appel. Papa avait subi un accident ischémique transitoire lors d'un dîner avec un fournisseur. Il n'a laissé aucun dommage cognitif durable. Mais Ethan a dit à la moitié de l'équipe de direction que notre père était confus et en déclin. J'ai conduit papa à la clinique Mayo pour des tests. Marcus Lee, l'avocat qui s'occupait du plan successoral de papa depuis 20 ans. Nous y a rejoint après qu'un responsable de banque ait signalé une tentative de modification de la fiducie de l'entreprise. C'est pourquoi nous étions tous les 3 ensemble quand Ethan a appelé pour annoncer sa victoire. Papa m'a autorisé par écrit à mener un examen interne. Je travaillais depuis le North Slope Coffee. Le café étroit en briques près de notre bureau de Minneapolis où j'avais préparé mon premier dossier de financement 11 ans plus tôt. Autour de moi, les gens souriaient lors d'appels Zoom familiaux. Saluaient des enfants sur les écrans et promettaient de rappeler dimanche. Sur mon ordinateur portable, le courriel d'Ethan semblait tout aussi chaleureux. Il appelait papa, notre fondateur et main directrice. Dans une note de service envoyée moins d'1 heure après avoir essayé de prendre son entreprise. J'ai ignoré le théâtre et réduit le problème à 3 faits. Premièrement, la session électronique d'action transférant la totalité de la participation de papa à Ethan avait été finalisée à 14h14. Alors que papa était dans une salle d'IRM avec son téléphone enfermé dans mon sac. Deuxièmement, le code d'authentification n'avait pas été envoyé au numéro de papa. Il avait été redirigé vers un appareil enregistré sur le compte exécutif d'Ethan. Troisièmement, 6 jours avant le transfert, 680 000 $ avaient quitté un compte de réserve et avaient été étiquetés comme un dépôt d'acquisition remboursable à Red Mesa Holdings.
Une entité du Delaware sans site web, sans employé et sans relation antérieure avec nous. Je n'ai pas cherché une douzaine d'autres variantes de la même signature falsifiée. Un seul faux document suffisait. Ce qui importait, c'était le mécanisme qui l'entourait, l'authentification redirigée. L'argent déplacé à l'avance et la tentative de créer un contrôle avant que quiconque ne puisse s'y opposer. À 16h37 cet après-midi-là, Ethan a envoyé un avis de conseil d'administration d'urgence. Il avait l'intention de faire reconnaître sa propriété par les administrateurs le lendemain matin. De me révoquer en tant que directrice financière et de l'autoriser à refinancer l'usine de l'entreprise. Si le conseil acceptait le transfert, même à titre provisoire, il pourrait utiliser l'entreprise comme garantie avant que nous n'arrivions au tribunal. Marcus a demandé une injonction immédiate. Mais le juge de service ne voulait pas statuer sans entendre les deux parties. Nous avions moins de 18 heures. Papa était assis en face de moi dans le café après la fermeture, frottant le bord de son alliance. Maman était morte 5 ans plus tôt. Et Ethan avait été le fils qui était resté proche pendant que je voyageais pour des audits. Papa a admis qu'il avait trop excusé parce que la perte d'un enfant lui avait fait craindre d'en perdre un autre. Je voulais lui dire que ce n'était pas de sa faute. Les chiffres ne me le permettaient pas. L'amour n'avait pas créé les choix d'Ethan, mais le silence avait donné de l'espace à ses choix. Marcus m'a demandé si j'en avais assez pour le conseil. J'ai regardé à nouveau l'avis de vote. Ethan avait mis en copie chaque administrateur. Notre prêteur et le conseil externe qui avait certifié le transfert. Il voulait un public parce qu'il croyait que l'embarras me ferait reculer. Au lieu de cela, j'ai transmis une seule demande au responsable de la sécurité de l'information de l'entreprise et j'ai fermé mon ordinateur portable. Vous êtes-vous déjà demandé si la personne la plus proche de vous souriait tout en calculant tranquillement comment effacer votre nom de tout? La salle du conseil se trouvait au-dessus d'une chaîne de production qui ne pouvait pas s'arrêter. Parce que les enfants du propriétaire étaient en guerre. Ethan disposait des classeurs en cuir à chaque siège. Portant le costume bleu marine que papa lui avait acheté pour son premier grand argumentaire de vente. Ethan a souhaité la bienvenue aux administrateurs. A présenté le conseil externe et a affiché le transfert sur l'écran principal. Il a affirmé que papa avait signé lors d'un intervalle de lucidité privée avant que son état ne s'aggrave. Il a dit que j'avais isolé notre père et lancé un audit parce que je ne pouvais pas accepter ça. Décision de succession. Sa voix ne s'est jamais élevée. Ethan pouvait transformer le vol en leadership responsable. Je n'ai apporté aucune clé USB ni classeur spectaculaire. Marcus était assis derrière moi avec le certificat d'action original. Papa est resté à la clinique Mayo sur avis médical. Sa chaise vide rendait la version d'Ethan plus crédible. Pendant la première heure, il a gagné. Le conseil externe a déclaré que le transfert semblait valide. L'administratrice Dana Whitcomb a averti qu'un litige de propriété pourrait déclencher des clauses de prêt et effrayer notre plus gros client. L'appel enregistré de papa ne prouvait pas sa capacité à la date de la signature. La logique était étroite mais pas absurde. Puis Ethan a produit une lettre portant la signature de papa. Elle louait son leadership, critiquait mon hostilité croissante et demandait au conseil de coopérer. 2 phrases étaient copiées d'une ancienne lettre aux actionnaires que j'avais rédigée. Le reste sonnait comme Ethan portant la voix de notre père. Dana a proposé de reconnaître Ethan comme actionnaire majoritaire en attendant l'examen judiciaire. 3 des 5 administrateurs indépendants semblaient prêts à voter oui. Ethan a croisé les mains. J'ai vu l'avenir qu'il avait conçu, l'usine hypothéquée, papa sous tutelle. Et moi expliquant pourquoi avoir raison n'avait pas suffi. La secrétaire du conseil a commencé l'appel nominal. Le premier administrateur a voté oui. Dana a hésité, puis a également voté oui. Ethan n'avait besoin que d'un vote de plus. Il a fait glisser une résolution préparée vers l'administrateur restant et a débouchonné un stylo plume. Se comportant déjà comme si la signature était devenue une formalité. J'ai senti le vieil instinct de submerger la salle avec chaque fait que j'avais. Cet instinct avait rendu mes présentations précises. Mais il aurait permis à Ethan de transformer la réunion en une autre dispute. Alors, j'ai attendu.
Je l'ai laissé expérimenter le contrôle assez longtemps pour qu'il cesse de surveiller son visage. Ses mains et les preuves qu'il croyait que personne d'autre ne possédait. Avant de voter, et je dis, veuillez vérifier le courriel que je viens d'envoyer. Ethan a qualifié cela de retard, mais Dana a ouvert son ordinateur portable. Les autres ont suivi. J'avais joint un courriel conservé sur le serveur de l'entreprise par notre responsable de la sécurité. Ethan l'avait envoyé à l'ancien administrateur informatique 4 jours avant le transfert électronique. La ligne d'objet disait « Route d'authentification temporaire ». Le corps contenait 6 phrases. La 4e disait « Envoyez le code de vérification de papa sur mon portable pendant qu'il est sous sédatif ». La 5e disait « Une fois le changement de propriétaire publié. Supprimez les informations d'identification de Jordan avant qu'elle ne voie le transfert de réserve ». La dernière phrase offrait à l'administrateur une promotion et un paiement de rétention de 40 000 $ en échange de la suppression de la demande après son achèvement. L'administrateur a refusé et a sauvegardé le message dans nos archives de conformité avant qu'Ethan ne le licencie. La pièce est devenue silencieuse. Dana a retiré sa motion. Le conseil externe a demandé les en-têtes du serveur et Marcus a fourni la certification des archives. Personne n'avait besoin d'explication. J'ai regardé Ethan. Son visage restait calme. Mais sa main droite reposait à côté d'un verre d'eau et son pouce tremblait contre la table. C'était la première fissure que j'avais jamais vue dans la performance du Golden Boy. Ethan a qualifié le courriel de fabriqué et l'ancien administrateur de vindicatif. Le conseil a refusé de reconnaître le transfert. A gelé les paiements extraordinaires et a mis Ethan en congé dans l'attente d'un audit indépendant. Nos règlements exigeaient un préavis avant le licenciement. Et son avocat a menacé de poursuites si les administrateurs allaient plus loin. Ethan a rassemblé lentement ses dossiers. En passant devant moi, il s'est penché assez près pour que personne d'autre ne puisse entendre. « Tu as arrêté un vote » a-t-il dit. « Tu n'as pas arrêté le plan. » À 15h10 cet après-midi-là, un huissier est arrivé à la clinique Mayo. Ethan avait déposé une requête d'urgence alléguant que papa manquait de capacité mentale et que je l'exploitais. Il a demandé au tribunal de nommer un tuteur temporaire, de suspendre le contrôle de papa sur sa fiducie et d'annuler toutes les instructions que papa avait données à Marcus ou à moi depuis la nuit de son épisode médical. La salle du conseil n'avait jamais été le véritable piège. Ethan avait besoin de la réunion pour créer un dossier de conflit familial et soutenir son affirmation selon laquelle papa nécessitait une protection judiciaire. Pendant que je prouvais que le transfert était faux, il essayait de rendre papa légalement impuissant à le dire. Cette nuit-là, papa a lu la requête sans parler. Elle le décrivait comme désorienté, paranoïaque et vulnérable à l'influence de sa fille. Il a posé les pages avec soin, puis a retiré sa bague de fondateur et l'a placée à côté d'elle. La motion dans la salle du conseil avait échoué. Mais Ethan avait trouvé un moyen plus cruel de s'emparer de la même entreprise. Il ne demandait plus aux gens de croire que papa l'avait donné. Il demandait à un juge de déclarer que l'esprit de notre père ne lui appartenait plus. J'ai vu Sierra pour la première fois 12 minutes avant qu'Ethan ne perde le vote du conseil. Je n'ai compris son importance que plus tard. Pendant une suspension de séance, Ethan a laissé son téléphone en charge sur la crédence. Je me tenais à plusieurs mètres lorsque l'écran de verrouillage s'est allumé. La notification montrait une image d'échographie et un message en dessous. Il a ton profil. S'il te plaît, dis-moi que tu as géré la famille. L'expéditrice était Sierra Bennett. Une consultante en images de marque qui avait travaillé sur la campagne d'anniversaire de notre entreprise l'été précédent. Je n'ai pas touché le téléphone. Je n'en avais pas besoin. L'image était visible assez longtemps pour que je voie la petite courbe blanche d'un front et un âge gestationnel de 19 semaines. Ethan avait passé des mois à dire à papa qu'il sacrifiait tout pour l'entreprise familiale. En même temps, il construisait une autre famille en secret. Marcus m'a averti qu'une liaison n'était pas une preuve de fraude d'entreprise. Il avait raison. Nous avons gardé Sierra hors de la présentation au conseil et avons donné son nom aux enquêteurs indépendants. L'audit a révélé qu'Ethan avait approuvé son contrat de consultante.
Mais ces factures correspondaient à un travail réel. Il n'y avait pas de paiement évident. Pas de salaire fictif et pas de transfert du compte de réserve vers elle. Cette retenue était importante. Je n'allais pas transformer une femme enceinte en méchante simplement parce qu'Ethan lui avait aussi menti. Les registres publics montraient que Sierra louait une maison de ville à Adena. Les rapports de voyage montraient qu'Ethan avait fait des voyages de fin de semaine à Scottsdale. Des dates où il prétendait rendre visite à papa. Les dépenses étaient faibles, mais le schéma montrait qu'il avait préparé une sortie. Marcus a contacté Sierra par l'intermédiaire de son avocat. Elle nous a rencontrés dans le même café. Avec l'expression gardée de quelqu'un dont l'avenir dépendait d'un homme qui changeait sans cesse son histoire. Ethan lui avait dit que papa prenait sa retraite volontairement et que la famille avait accepté la succession. Il a prétendu que j'avais un fonds en fiducie et que je lui en voulais. Il a promis qu'un règlement familial en attente sécuriserait leur enfant. Elle n'a pas mentionné la propriété, Red Mesa ou une nouvelle maison. Je ne lui ai montré que la requête en tutelle. La couleur a quitté son visage. 2 jours après le supposé examen médical. Ethan avait emmené papa déjeuner où papa avait discuté des contrats de fournisseurs de baseball et du bébé qu'Ethan n'avait pas admis être le sien. Sierra a alors révélé qu'Ethan avait échangé des messages avec le médecin nommé dans la requête. Elle n'a pas voulu donner son téléphone ce jour-là. Elle est partie avec son avocat et la promesse qu'elle envisagerait une déclaration sous serment. Je l'ai regardé traverser la rue avec une main sur son ventre. Pour la première fois, j'ai compris la partie la plus laide du plan d'Ethan. Il ne prenait pas l'entreprise simplement pour posséder ce que papa avait construit. Il avait l'intention de convertir l'histoire de notre famille en acompte pour une vie de remplacement. À 8h42 le lendemain matin, alors que nous attendions devant la salle d'audience de la tutelle, Marcus a reçu un fichier crypté de l'avocat de Sierra. Il contenait des registres d'hôtel, des photographies et une série de messages qu'Ethan croyait ne jamais quitter son téléphone. L'huissier a ouvert les portes et a appelé notre affaire. Marcus a parcouru la première page, puis la seconde. Son expression a changé. Ne réagis pas, m'a-t-il dit. Laisse Ethan croire qu'il a gagné. La requête en tutelle d'Ethan dépendait du docteur Calvin Ross. Un médecin privé qui prétendait avoir évalué papa à notre domicile familial. Son rapport diagnostiquait une démence vasculaire avancée. De la paranoïa et une susceptibilité à la coercition. Il disait que papa ne pouvait pas comprendre la propriété d'action. Gérer l'argent ou distinguer les parents loyaux des personnes recherchant un gain personnel. Chaque phrase avait été choisie pour neutraliser le témoignage exact que papa prévoyait de donner. L'audience a mal commencé. Les médicaments rendaient papa instable, et il est entré avec une canne. L'avocat d'Ethan s'est assuré que le juge voit chaque pas lent. Il a montré des photographies de papa endormi dans un lit d'hôpital et des courriels montrant que j'avais reporté 2 réunions. Des actes de soins ordinaires sont devenus des preuves d'isolement. J'étais assise derrière Marcus pendant que des étrangers discutaient de la mémoire de papa, de ses médicaments et de son aide pour aller aux toilettes. J'avais cru que les preuves corrigeaient les mensonges. Dans cette salle, j'ai appris qu'elles peuvent arriver trop tard pour empêcher l'humiliation. Mayo n'a trouvé aucune démence, mais l'avocat d'Ethan a qualifié cette évaluation d'instantané bref. Le docteur Ross a prétendu une observation répétée sur 3 mois. Citant des opinions contradictoires et un risque pour un actif majeur. Le juge a envisagé un tuteur temporaire neutre et un gel de la fiducie de papa. Ici, un gel donnerait à Ethan exactement ce dont il avait besoin. Papa ne pourrait pas voter les actions, remplacer les dirigeants, financer notre réponse ou autoriser l'audit. Le retard était l'arme. Ethan a baissé les yeux pendant que le juge examinait l'ordonnance proposée. Un stylo attendait à côté. Papa regardait simplement son fils. Il n'y avait aucune confusion dans son expression. Il y avait de la reconnaissance, et la reconnaissance était pire. Je me suis souvenu de papa nous apprenant, à Ethan et à moi, à signer nos noms au dos de nos premiers chèques de paie. Il nous avait fait pratiquer jusqu'à ce que chaque lettre soit lisible parce qu'il disait qu'une signature signifiait qu'une personne se tenait derrière une promesse. Maintenant, Ethan avait retourné cette leçon.
Il avait copié le nom de papa, acheté un diagnostic et demandé au tribunal de remplacer l'homme par la marque. Ma colère voulait une explosion publique. L'immobilité de papa exigeait de moi quelque chose de plus difficile. La patience jusqu'à ce que le mensonge n'ait plus nulle part où se cacher. Marcus a demandé la permission de présenter une nouvelle déclaration sous serment. L'avocat d'Ethan s'y est opposé, mais le juge a donné 15 minutes à Marcus. Le dossier de Sierra montrait comment le mensonge avait été construit. À la date où le docteur Ross prétendait avoir examiné papa au Minnesota, il était dans un complexe hôtelier de Cabo San Lucas. Une facture d'hôtel, une photographie horodatée. Un enregistrement de passeport et un vol de retour le prouvaient. Les messages étaient pires. Ethan avait envoyé au docteur Ross un projet de rapport et avait écrit: signe-le avant que papa ne sorte de l'hôpital. Une fois que le tribunal le gèlera. Les actions sont à moi. Le docteur a répondu qu'il n'avait jamais rencontré Robert et qu'il avait besoin d'une date d'examen. Ethan en a fourni une. A offert 75 000 $ par le biais d'une facture de consultant et lui a dit de faire paraître le déclin progressif. Dans le dernier échange, le docteur Ross a demandé si Mayo les contredirait. Ethan a répondu: le temps que quelqu'un vérifie, le contrôle sera déjà verrouillé. Marcus n'a pas dramatisé les messages. Il les a placés dans l'ordre chronologique à côté de la facture et a laissé les dates se connecter d'elles-mêmes. Le paiement de 75 000 $ avait quitté le même compte de réserve utilisé pour Red Mesa. Était passé par une entité de conseil contrôlée par le frère du docteur Ross et était arrivé 2 jours avant la signature du faux rapport. Cette seule piste reliait le vol d'entreprise à la fraude à la tutelle. L'avocat d'Ethan a cessé de s'opposer et a commencé à prendre des notes pour la conversation qu'il aurait bientôt avec son propre conseil en responsabilité professionnelle. Marcus a soumis la déclaration de Sierra, les métadonnées vérifiées, l'affidavit du gardien du complexe hôtelier et les registres de Mayo montrant que les scores neuropsychologiques de 4 heures de papa étaient supérieurs à la normale pour son âge. Le stylo a disparu de côté de l'ordonnance proposée par le juge. L'avocat d'Ethan a retiré le rapport et a blâmé son client. Le juge a rejeté la requête, dissout les restrictions. Bloqué l'accès d'Ethan aux dossiers médicaux de papa. Renvoyé le rapport au procureur et au conseil de l'ordre des médecins. Et a préservé tous les appareils connectés au dépôt. Papa a remercié le juge et n'a rien dit d'autre. Son silence pesait plus lourd que n'importe quelle accusation. Ethan avait essayé de déclarer son père mentalement absent. Maintenant, il passait devant cet homme pleinement conscient pendant qu'un adjoint l'avertissait de ne pas détruire de preuves. Dans le couloir, Ethan a qualifié Sierra d'instable et les messages de sortie de leur contexte. Il a dit que je déchirais la famille pour une entreprise que papa finirait par perdre. Je n'ai pas répondu. Marcus lui a tendu 2 enveloppes. La première était un avis indiquant que papa l'avait retiré de toutes les positions fiduciaires dans la fiducie familiale. La seconde était une plainte civile demandant une comptabilité. Un gel des avoirs et des dommages et intérêts pour les fonds de réserve détournés. Un huissier a photographié la remise. Ethan a finalement eu l'air effrayé. Sans la tutelle, le faux transfert, l'argent manquant et le paiement secret au médecin ressemblaient à un seul stratagème continu. Dans l'ascenseur, je me suis excusé. Papa m'a dit de ne pas confondre l'exposition avec la blessure. Ethan l'avait blessé. Nous avions simplement allumé la lumière. Mon téléphone a vibré avant que les portes n'atteignent le hall. L'agent fédéral supervisant le renvoi financier avait reçu nos preuves mises à jour. Le transfert de réserve avait traversé les frontières de l'État. La fausse authentification avait touché une banque assurée au niveau fédéral. Et la facture du docteur Ross reliait l'argent à une tentative d'entraver une procédure judiciaire. L'enquête n'attendait plus notre affaire civile. Ethan était à une signature de geler la vie de papa. Maintenant, une autre série de signatures était en préparation sur des mandats de perquisition. 3 semaines plus tard, le conseil a programmé une réunion générale pour expliquer les changements de direction et protéger l'usine des rumeurs. Ethan restait en congé sous une ordonnance du tribunal. Mais son avocat nous a informé qu'il avait l'intention de se présenter et de contester l'autorité de papa en personne. Marcus a conseillé à papa d'annuler
Papa a refusé. Il a dit que les employés avaient vu sa famille transformer leur lieu de travail en champ de bataille et qu'il méritait de le voir en prendre la responsabilité. À 9 heures ce matin-là, toutes les équipes de production se sont rassemblées dans la zone d'assemblage. Superviseurs se tenaient à côté des machinistes, des comptables, des commis à l'expédition et des ingénieurs. Les administrateurs indépendants étaient assis sur une estrade basse. Papa se tenait au pupitre, avec moi à ses côtés. Il avait l'air fatigué. Mais sa voix était ferme alors qu'il s'excusait de ne pas avoir mis en place de contrôle autour des personnes en qui il avait le plus confiance. Les portes arrière se sont ouvertes avant qu'il ait fini. Ethan est entré. Vêtu d'un costume anthracite et portant la bague de fondateur que papa avait enlevée à la maison. Il devait l'avoir prise des mois plus tôt. Il a dit à la salle que le conseil organisait un coup d'État. Que j'avais manipulé un homme malade et que chaque employé devait attendre que le vrai propriétaire l'emporte au tribunal. Puis les ascenseurs se sont ouverts derrière lui. Des enquêteurs sont entrés avec des mandats de perquisition pour l'étage de la direction. Les serveurs financiers et le véhicule d'Ethan. 2 agents se sont approchés de lui pendant que d'autres sécurisaient les portes. Un procureur adjoint des États-Unis a décelé l'acte d'accusation. Tromperie grave, faute financière, vol d'identité aggravé, complot, détournement d'argent et dissimulation de la vérité. Le gouvernement a allégué qu'Ethan avait détourné 3,2 millions par le biais du compte Red Mesa sur 18 mois. En avait utilisé une partie pour payer secrètement le Dr Ross. Et prévoyait de donner l'usine en garantie contre un portefeuille immobilier privé une fois le faux transfert reconnu. Personne n'a applaudi. Cela a rendu la chose plus dévastatrice. 186 personnes ont simplement regardé l'homme qui avait exigé leur loyauté placer ses mains derrière son dos. Alors qu'un agent enlevait le téléphone d'Ethan. Sierra est sortie d'une salle de conférence vitrée avec son avocat. Elle avait passé l'heure précédente à compléter une déclaration de coopération. Ethan a fixé son ventre, puis son visage. Et l'a appelé par le surnom privé qu'elle avait autrefois aimé. Elle n'a pas bougé vers lui. Sa dernière preuve a fourni la moitié du plan que j'ignorais. Ethan avait enregistré une note vocale lors d'un voyage à Scottsdale. Dedans, il promettait à Sierra que l'entreprise de papa lui serait transférée avant l'arrivée de leur bébé. Il disait qu'il vendrait l'usine d'origine, déplacerait les contrats en Arizona et achèterait une maison sous une nouvelle société holding pour que Jordan et Robert ne puissent jamais l'atteindre. Il qualifiait les employés de frais généraux hérités et estimait que la fermeture des opérations du Minnesota ajouterait 9 millions de dollars au prix de vente. Sierra l'a regardé devant le conseil et les personnes dont il avait chiffré les emplois pour la destruction. Je ne laisserai pas mon enfant porter le nom d'un homme qui a construit son avenir en volant celui de tous les autres. Elle a dit, tu m'as dit que tu nous protégeais. Tu ne faisais que te cacher derrière nous. Le sang-froid d'Ethan a disparu. Il a fait un pas vers elle avant que les agents ne le retiennent. Il m'a blâmé, puis Sierra, puis papa. Il a dit que l'entreprise lui avait toujours été promise et que tout ce qu'il avait fait visait à la préserver de mon ingérence. La bague de fondateur a glissé de son doigt et a heurté le sol en béton. Papa est descendu de l'estrade et l'a ramassé. Ethan l'a supplié d'expliquer que les familles géraient les erreurs en privé. Papa a tenu la bague dans sa paume et a regardé les menottes autour des poignets de son fils. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils, a-t-il dit. Ethan s'est tourné vers moi comme si j'étais encore la petite sœur qui réparerait la voiture avant que quelqu'un ne voie l'accident. Il m'a ordonné de dire aux agents que le transfert avait été mal compris. Je l'ai laissé finir. Tu as fait cela une signature à la fois, et je dis. Mais tu avais raison sur une chose. Tu n'as rien. Les agents l'ont conduit à travers la même allée de production qu'il avait prévu de vider. Aucune musique ne jouait. Personne ne criait. Le bruit de ses chaussures sur le béton et le clic de la porte du quai de chargement suffisaient. J'avais imaginé la vengeance comme une explosion de triomphe. En réalité, le moment le plus satisfaisant a été plus calme. J'ai regardé chaque personne qu'il avait traitée comme superflue rester debout alors qu'il était le seul à être retiré. La perquisition a permis de récupérer un deuxième téléphone dans la voiture d'Ethan et un
Portefeuille matériel dans le coffre-fort de son bureau. Ces dossiers ont permis de retracer le reste de l'argent de la réserve. Red Mesa n'était pas du tout une entreprise. C'était un compte de passage alimentant des dépôts de propriétés de luxe. Des achats de crypto-monnaies, des dons politiques destinés à acheter de l'influence. Et des paiements à 2 entrepreneurs qui ont créé de faux registres du conseil. Le gouvernement a gelé les avoirs avant qu'Ethan ne puisse les déplacer. Il a rejeté la première offre de plaidoyer parce qu'il croyait qu'un jury verrait un fils ambitieux. Piégé dans une querelle de famille. 9 mois plus tard, les procureurs ont diffusé ses propres enregistrements au procès. L'ancien administrateur informatique a expliqué le système d'authentification. Sierra a authentifié les messages et la note vocale. Le docteur Ross, faisant face à des accusations distinctes et à la perte permanente de sa licence médicale, a témoigné qu'Ethan avait rédigé le faux diagnostic et l'avait payé pour le signer. J'ai témoigné en dernier. Je n'ai pas décrit Ethan comme un monstre. J'ai guidé le jury à travers les dates, les approbations et l'argent. Les chiffres ont fait ce que la colère ne pouvait pas faire. Le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation majeurs. Lors de la condamnation, le juge a décrit le faux transfert comme plus qu'un simple vol financier. Ethan avait tenté d'instrumentaliser un tribunal contre son père. De détruire une entreprise qui soutenait près de 200 foyers. Et de remplacer le consentement par un diagnostic fabriqué. Il a été condamné à 14 ans derrière les barreaux, suivi d'une surveillance stricte. Le jugement pénal a ordonné une restitution de 3,2 millions de dollars. Un jugement civil parallèle a accordé 3,2 millions de dollars supplémentaires pour fraude et faute fiduciaire, portant son obligation de remboursement total au double du montant qu'il avait pris. Son dépôt à Scottsdale, ses comptes d'investissement, sa voiture de sport et sa propriété au bord du lac ont été confisqués ou vendus. Une ordonnance de consentement distincte lui a interdit de servir en tant que dirigeant, administrateur, fiduciaire ou propriétaire majoritaire d'une entreprise pendant 10 ans après sa libération. Sierra a obtenu la garde légale et physique exclusive après la naissance de leur fils. Parce qu'Ethan l'a menacé lors d'appels enregistrés depuis la prison. Le tribunal de la famille n'a autorisé aucun contact direct et aucune visite pendant qu'il était enfermé. Tout contact futur nécessiterait une nouvelle décision du tribunal indiquant qu'il sert les intérêts de l'enfant. L'avenir qu'il lui avait promis est devenu un autre dossier verrouillé qu'il ne pouvait pas contrôler. Le docteur Ross a perdu sa licence et a plus tard plaidé coupable d'avoir fait une fausse déclaration et d'obstruction. Les entrepreneurs qui ont fabriqué les documents du conseil ont coopéré et ont remboursé leurs honoraires. L'avocat externe qui a présenté le transfert a été innocenté de participation consciente mais a démissionné de son mandat. Les conséquences se sont étendues, mais elles ne sont pas devenues indiscriminées. Chacun a payé pour le choix qu'il ou elle avait réellement fait. Papa était assis à côté de moi lorsque la sentence a été lue. Il n'a pas regardé Ethan. Il a regardé les familles de nos employés assises derrière la table de l'accusation. Quand le marshal a emmené Ethan, papa a ouvert sa main. La bague de fondateur était toujours là. Il l'a placée dans la mienne, mais j'ai refermé ses doigts dessus. L'entreprise était en sécurité. Cela n'en faisait pas la mienne. 18 mois après l'arrestation, High Precision Components semblait de nouveau presque ordinaire. L'équipe du matin commençait à 6 heures. Les bons de commande passaient par les approbations. Le café de la salle de pause restait horrible. L'ordinaire était quelque chose que j'avais autrefois sous-estimé. Cela signifiait que 186 familles pouvaient faire des projets sans se demander si un homme en costume anthracite avait mis en gage leurs moyens de subsistance pour financer une maison secrète. Papa est revenu en tant que président, mais a refusé de recréer le même problème de succession. Il a placé 60% des actions avec droit de vote dans une fiducie à but déterminé administrée par des professionnels, qui ne pouvaient être vendus ou mis en gage par un seul membre de la famille. 20% sont allés dans un plan d'actionnariat salarié. Les 20% restants ont financé une fondation familiale soutenant les aidants et les victimes d'abus financiers envers les aînés. Je ne suis devenue directrice générale qu'après que le conseil indépendant ait interrogé des candidats externes et voté à l'unanimité.
Papa ne m'a pas donné l'entreprise. J'ai mérité la responsabilité de la diriger et la structure garantissait qu'aucun de nos enfants ne pourrait jamais la posséder en volant une signature. Nous avons récupéré la majeure partie de l'argent manquant grâce aux confiscations, aux assurances et aux poursuites civiles. J'ai restauré le compte de réserve, remboursé les primes retardées et créé un canal de signalement confidentiel qui contournait la direction familiale. L'ancien administrateur informatique est revenu en tant que directeur de la sécurité. Sa première politique stipulait qu'aucun dirigeant, quel que soit son nom de famille, ne pouvait rediriger l'authentification sans 2 approbations indépendantes. Papa n'a jamais répété la phrase qu'il a prononcée lors de l'arrestation d'Ethan. Il n'en avait pas besoin. Certains soirs, je le trouvais dans l'ancien bureau du garage, tenant des photographies de 2 garçons et d'une fille couverts de copeaux de métal. Le deuil ne devenait pas plus simple parce que la personne coupable était en vie. Papa pouvait condamner ce qu'Ethan avait fait et pleurer encore le fils dont il se souvenait. J'ai appris à laisser les 2 vérités occuper la même pièce. Sierra a déménagé en Arizona près de sa sœur et a donné à son fils son propre nom de famille. Elle n'a jamais demandé d'argent à l'entreprise. Par l'intermédiaire de son avocat, nous avons créé un compte de bourse financé par la partie des actifs confisqués d'Ethan que le tribunal a libéré pour l'enfant. Je l'ai rencontré une fois après la condamnation. Nous ne sommes pas devenus amis. Mais nous n'avions plus besoin d'être des ennemis inventés par le même homme. Puis une lettre est arrivée de son établissement. Ethan a écrit 6 pages sans utiliser le mot désolé jusqu'au dernier paragraphe. Il a blâmé le favoritisme de papa, la prudence du conseil, la trahison de Sierra et mon obsession d'avoir raison. À la fin, il m'a demandé d'envoyer $25 000 pour un nouvel appel. Et a promis que si je l'aidais, il m'expliquerait enfin où un compte restant avait été caché. L'ancienne Jordan aurait cherché ce compte toute la nuit. Elle aurait traité la demande comme un autre problème qu'elle seule pouvait résoudre. J'ai lu la lettre une fois. J'en ai donné une copie au gouvernement et j'ai pris un chèque en blanc du chéquier familial que papa avait utilisé quand nous étions enfants. J'ai tracé un trait dans la case du montant et j'ai laissé la ligne de signature vide. Sur la ligne de mémo, j'ai écrit « C'est tout ce que je te dois encore ». Puis je l'ai renvoyé par la poste sans lettre. Je n'ai pas brûlé ces mots. Les brûler en aurait fait une cérémonie. J'ai classé l'original à côté du faux transfert et du faux rapport médical. Non pas comme des trophées, mais comme des rappels que la trahison commence rarement par un crime massif. Elle commence lorsque l'on demande à plusieurs reprises à l'amour d'excuser ce que le caractère aurait dû arrêter. Ethan a cru un jour que le sang lui donnait droit à l'entreprise de papa, à mon silence, à la loyauté de Sierra et à l'avenir de son enfant. Il a perdu les 4 parce qu'aucun d'eux ne lui appartenait. Ce qui restait appartenait aux gens qui se sont présentés. On dit la vérité et ont accepté les limites même quand ces limites faisaient mal. La famille n'est pas simplement la personne qui partage votre sang. La famille est la personne qui ne falsifierait jamais votre signature, n'effacerait jamais votre voix ou n'appellerait jamais un vol un héritage. Combien de fois pardonneriez-vous à quelqu'un que vous aimez avant de décider que partir est là? Seule réponse honnête? Nous apprécions votre temps et votre attention aujourd'hui. Cette vidéo est fictive et réalisée uniquement pour une valeur de divertissement et de narration occasionnelle. Nous espérons qu'elle vous rappelle que les personnes les plus fortes ne sont pas toujours celles qui se défendent bruyamment. Parfois, ce sont celles qui décident tranquillement que leur avenir ne sera plus façonné par des personnes qui les ont maltraités.